voyais des questions qui passaient. Donc, en plus de ces enjeux autour du renouvellement, de la question du renouvellement des générations, il y a des enjeux plus spécifiques à la transmission des exploitations, notamment ce qui concerne la valeur des exploitations à reprendre. Sur ce graphique, on voit que le total des actifs moyens par exploitation, ça c'est une étude qui a été menée dans le Massif central, donc par Jeannot et Velay en 2021. On voit que le total des actifs moyens est en perpétuelle croissance et les postes spécifiques sur lesquels ces évolutions sont les plus marquantes sont notamment le foncier, où on voit que la valeur a été multipliée par 2 en l'espace de 18 ans, mais aussi au niveau du matériel et des bâtiments, où on voit que la valeur a considérablement aussi augmenté, c'est la zone en orange. Et enfin, on voit aussi au niveau de l'actif financier, donc tout en bas en vert, on voit que la valeur de l'actif financier au sein des exploitations augmente également et a été multipliée par plus de 2. Voilà. Donc, cette explosion de la valeur des exploitations est aujourd'hui, comment je veux dire, amplifiée par la conjoncture économique que nous connaissons tous, donc celui où on voit des taux d'intérêt évoluer considérablement, donc ce qui empêche ou ce qui constitue un frein à la reprise et à la transmission. Surtout qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a un écart qui se crée de plus en plus entre cédants et repreneurs du fait du déclin des transmissions intrafamiliales et de la hausse des installations hors cadre familial. On voit que les arrangements qui se faisaient au sein des familles ne sont plus pareils. On voit que le rapport entre donc, le capital évolue également. Donc, moi, ma thèse propose donc de s'intéresser à la valeur et à la composition des patrimoines des agriculteurs cédants pour essayer d'analyser les stratégies qu'ils mettent en place et pour voir les effets de ces stratégies-là donc sur la transmission et sur l'installation des exploitations. Donc, cette thèse est co-dirigée par Philippe Jeannot, qui est professeur d'économie rurale à Vétagro Super Lyon Territoire, par Geoffroy Enjolras, qui est professeur de finance à l'Institut national polytechnique de Grenoble, et par Jérôme Boudieu, qui est directeur de recherche à l'INRAE. Donc, cette thèse s'inscrit largement dans les objectifs de la politique agricole commune, la programmation 2023-2027, et notamment à l'objectif qui fait référence au renouvellement générationnel et qui propose de pouvoir attirer et de soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs, et aussi de pouvoir faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales. Ces objectifs de la PAC donc, sont traduits au niveau du plan stratégique national donc, français, au niveau du besoin G1, qui est celui d'assurer au mieux le renouvellement des générations, mais aussi au niveau du besoin G2, qui propose de faciliter la reconversion et la transmission des exploitations. L'objectif donc général de ce travail de thèse, qui porte donc sur la valeur et la composition du patrimoine, est de contribuer donc à la réflexion autour de la question générale de la pérennité des exploitations agricoles lorsque celles-ci changent de dirigeants. Et pour cela, je propose donc de me concentrer sur l'offre des exploitations à reprendre, sachant qu'aujourd'hui, on est sur un marché où l'offre et la demande ne se concilient pas comme il le devrait, et pouvoir aussi identifier et analyser les freins et les leviers donc, à la transmission des exploitations. Donc, pour réaliser ces travaux, donc, il y a deux grandes parties qui seront réalisées, donc un premier travail plutôt quantitatif et un deuxième travail plutôt qualitatif, donc autour du cycle de vie de l'entreprise agricole, c'est-à-dire du projet d'installation jusqu'au projet de transmission des entreprises agricoles, en passant par les phases de développement et de croisière. Et pour la première partie plutôt quantitative, il serait question de pouvoir analyser la formation et les déterminants du patrimoine au sein des exploitations agricoles. Donc l'objectif est spécifiquement de reconstituer, d'analyser l'accumulation de la richesse à l'échelle de l'exploitation à travers une analyse financière des documents comptables agricoles, mais aussi analyser à base de modèles économétriques les différents éléments tels que les sources de financement, les éléments socio-économiques qui expliquent la formation du patrimoine des exploitations, analyser sous quelle forme la richesse est accumulée et donc la caractériser le patrimoine des ménages agricoles en volume et en composition à différents moments du cycle de vie de l'exploitation, et enfin analyser la recomposition de ce patrimoine pour les ménages en fin d'activité. Les sources de données qui sont identifiées pour l'instant, ce sont les données de la comptabilité agricole à l'échelle nationale, notamment les données RICA, mais aussi les données du recensement agricole, que ce soit les données de 2010, de 2020
Donc, ça dépendra de l'évolution des travaux. Et les données aussi de l'INSEE qui portent sur le patrimoine des ménages en général en France et particulièrement des ménages agricoles sera également exploré pour pouvoir réaliser ce travail de constitution, de formation de patrimoine au sein des exploitations. La deuxième partie, qui est un travail beaucoup plus qualitatif, permettra donc d'analyser les stratégies patrimoniales des agriculteurs et en particulier au moment de la transmission. Et donc, plus concrètement, ce sera d'évaluer à travers une enquête de terrain auprès des agriculteurs cédants ou en cours de cessation ou encore des agriculteurs qui ont récemment cédé, mais aussi des acteurs d'accompagnement tels que les centres de gestion, les notaires et banquiers, pour pouvoir analyser les stratégies qui sont finalement mises en œuvre collectivement pour pouvoir accumuler du patrimoine au sein des exploitations pour pouvoir aussi transmettre ce patrimoine en fin d'activité. On compte réaliser ce travail parce qu'on suppose qu'il y a des arbitrages qui sont faits par les agriculteurs et par les structures qui les accompagnent, notamment en ce qui concerne leur comportement individuel face aux atouts contraintes dont ils disposent, notamment face à l'endettement, face à la pression foncière, ou encore leurs attitudes, en tout cas l'attitude locale à leurs égards. Donc, on suppose qu'il y a un ensemble d'éléments qui conditionnent leur stratégie, mais qui ne sont pas forcément des éléments quantifiables, mais plutôt voilà, subjectifs et à qualifier. Voilà. Et on suppose également aussi que ces agriculteurs ou voilà, ce groupe social fait en tout cas des arbitrages entre différentes finalités qu'ils visent. Par exemple, installer un successeur ou transmettre un patrimoine aux enfants, ou encore bénéficier d'un revenu foncier pour compléter, par exemple, les pensions de retraite. Donc, ce travail qualitatif sera réalisé sur des zones d'études qui seront à définir, et ces zones d'études pourront être définies en fonction du type d'agriculture ou en fonction des régions pour pouvoir faire des comparaisons et pour pouvoir voilà, donc, faire une typologie finalement des stratégies des agriculteurs dans un contexte de transmission. Voilà. Je te repasse la main, Samuel. C'est donc à mon tour de vous présenter mon sujet. J'ai essayé de reprendre le même cadre de présentation que celui d'Aimé, donc je ne vais pas revenir sur la constitution du PSN français, simplement aussi essayer d'établir un lien entre les besoins qui sont établis dans ce même document et ma thèse, qui donc est une thèse de sociologie, dont le titre provisoire est le renouvellement des générations au prisme de l'accès aux aides publiques agricoles. Donc les besoins que j'ai identifiés sont beaucoup plus larges, enfin beaucoup plus importants, mais c'est aussi lié à la nature même de la politique que je compte analyser, qui est donc une politique qui est très transversale, au croisement d'enjeux clés, et qui compose un élément fondamental de ce nouveau PSN, qui est aussi une nouveauté, celle de la définition de l'agriculteur actif. Et donc pas de l'actif, mais l'agriculteur actif, qui est une notion que je vais tenter de définir par la suite, qui est très précise. Cette définition, c'est une disposition qui permet de contrôler l'accès à la majorité des aides de la PAC par une suite de critères en fonction du profil du demandeur, et cette définition, elle est établie par les États membres. Donc elle est différente en fonction des États membres de l'Union européenne. Cette définition, elle vient aussi poser le cadre de d'autres définitions, notamment celle du jeune agriculteur et une nouvelle qui est celle du nouvel agriculteur. Je ne vais pas revenir sur le contexte de renouvellement des générations qu'Aimé a très très bien établi. Simplement vous dire que le cadre, moi, de ma thèse s'inscrit pleinement dans ces enjeux-là, et aussi ceux autour de la diversification qui est intimement liée aux problématiques de renouvellement des générations. Il s'avère que le paradoxe étant que moins il y a d'agriculteurs au sens exploitant agricole, plus on perçoit un éclatement des modèles d'exercice du métier et des modèles d'exploitation en soi au sein des mondes agricoles. Mais j'y reviendrai un peu après. Cette rapidité des transformations des formes et des statuts juridiques de l'activité productive, elle implique notamment de reconfigurer les modes d'accompagnement de ces exploitations et du métier, ce qui légitime cette question sur l'orientation des aides publiques et la définition du bénéficiaire de ces aides. Donc on voit
que la définition, c'est un peu une porte d'entrée heuristique. On pourrait étudier plein de choses à partir de ce sujet. Et moi, j'ai décidé de me concentrer sur ces deux enjeux que j'ai notés dans la slide, contribuer à l'analyse de l'efficience de l'orientation des politiques publiques en fonction de cette nouvelle orientation, prétendue nouvelle orientation, notamment dans le cadre du renouvellement des générations et de la pérennité potentielle et voulue des exploitations françaises. Et ensuite, essayer de comprendre l'impact de cette mesure qui est une nouveauté et dont on n'a pas encore de vision claire sur les effets qu'elle aura sur les territoires. C'est pour ça que je m'intéresserai plus spécifiquement à la mise en œuvre et à la réception de cette définition plutôt qu'à la construction elle-même. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Aimé. Donc, une présentation que je vais essayer de faire la plus rapide possible et la plus claire de ce qu'est la définition de l'agriculteur actif en France. Pour être agriculteur actif en France, il faut être d'abord considéré comme un agriculteur avant d'être un actif. Et pour être considéré comme un agriculteur, il y a 3 critères cumulatifs. Il faut être une personne physique ou morale ou un groupement. Exercer une activité agricole, donc la définie dans le cadre du droit rural, article 411-1, du code rural, et disposer d'une exploitation sur le territoire national. Une fois qu'on a ces critères remplis, là, on peut être considéré comme actif à partir d'autres critères qui dépendent de si on est une personne physique ou autre. Si on est une personne physique, on va avoir donc 2 critères cumulatifs qui vont se mettre en face de vous si vous décidez de remplir un dossier PAC. Le premier critère, c'est donc ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite si on a plus de 67 ans, sauf si la pension est constituée uniquement de droits acquis de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Donc, moi, que j'appelle critère retraite, et un critère que j'appelle ATEXA, mais enfin, qu'on appelle, c'est donc être chef d'exploitation ou cotisant solidaire et être assuré à l'ATEXA, une assurance obligatoire de la MSA contre les accidents du travail. Ensuite, si on est une personne morale, si on souhaite qu'une personne morale ait l'attribut agriculteur actif, on a 2 cas. Soit on a un associé qui est considéré comme lui-même agriculteur actif et donc qui devra répondre aux critères que j'ai cités précédemment, soit tous les dirigeants associés de la société devront donc disposer du critère retraite dont on a parlé, mais aussi d'un critère donc accident du travail ou maladie professionnelle, ATMP, et ensuite devront détenir ensemble, directement ou indirectement, à condition d'en détenir au moins une partie directement, au moins 5% du capital social d'une société. Ces règles, donc c'est spécifique au format sociétaire. On peut ajouter pour ce format sociétaire des règles un peu plus spécifiques sur les SCOP, les sociétés coopératives agricoles, les unions coopératives agricoles, ainsi de suite, et d'autres types de personnes morales aussi qui ont des règles spécifiques comme les collectivités, les associations. Ces aides concernent des aides, cette définition concerne des aides très, qui sont assez centrales dans la PAC 2023-2027, toutes les aides directes du premier pilier, donc c'est assez massif, et certaines aides du second pilier, notamment l'ICHN, qui est aussi très très importante, notamment dans le cas français, en termes de pourcentage de distribution. Tu peux passer à la slide. Et oui. Pour ce qui est du contexte d'émergence de la définition, qui pour moi semble important pour comprendre le travail que je mène, j'ai identifié 3 éléments. D'abord partir de cette idée de diversification que j'ai établie plus tôt, qui se perçoit notamment dans les projets d'installation, mais aussi dans l'accompagnement concret des exploitations qui sont déjà installées. On retrouve plusieurs thématiques qui sont centrales autour de ces transformations. La question du vieillissement dont il m'est à parler, la diversification des activités et des modèles, mais notamment aussi la pluriactivité, qui est un sujet déjà très présent depuis assez longtemps sur ces questions, et le développement du salariat. La question de l'agriculture dite fantôme, alors là c'est un terme que j'ai entendu dans le cadre de mon enquête exploratoire, et donc dans laquelle on regroupe toutes les questions de délégation, partielle ou complète, les effets de rente, les questions de financiarisation de l'agriculture, et auxquelles on peut lier du coup les questions des montages en holding, j'ai des enquêtés qui m'ont appelé ça le darknet de l'agriculture, qui est donc un modèle de développement des sociétés agricoles qui est très très prégnant sur les territoires, mais qui est encore peu perçu à l'échelle des politiques publiques. Ce cadre-là, il crée il fait face à une absence de cadre clair
dans la définition de ce qu'est l'agriculteur, puisqu'on sait que le droit rural français, lui, a une approche singulière qui est celle de l'objet, donc l'activité agricole, et non pas du sujet, l'agriculteur. Et fait face aussi à des troubles identitaires contemporains très importants au sein des mondes agricoles, notamment vis-à-vis de la crise actuelle, dans les discours qu'on a pu entendre, et la manière dont le dialogue peut paraître rompu avec le reste de la société, et une forme de perte de sens aussi qu'on entend dans le discours des agriculteurs. À ça s'ajoute des enjeux anciens, celui d'un engagement de long terme de la profession, qui est dû à l'importance des aides publiques et des luttes pour le contrôle de ce gâteau, de cette manne d'aide publique qui est la PAC, qui est devenue essentielle dans la plupart des productions en France. Et donc, ça pose la question de définir qui est le véritable ou le bon agriculteur, celui qui a en capacité, celui qu'on considère être le bénéficiaire des aides publiques et qu'on doit aider et soutenir, ce que un chercheur, Jacques Rémy, en 1987 appelait déjà la lutte pour le contrôle du titre d'agriculteur, qui confère des éléments et une puissance politique très importante au sein des mondes agricoles. Donc tous ces enjeux font émerger la question de la notion d'actif au sens que moi j'ai pu définir autour d'un ouvrage Actif Agri qui a été du coup écrit par de nombreux chercheurs et publié dans le cadre du ministère en 2019 déjà à l'époque, et qui définit du coup les actifs comme toutes les personnes qui travaillent à temps plein ou partiel sur une exploitation agricole, ces actifs incluant la main-d'œuvre permanente, c'est-à-dire toutes les personnes travaillant de manière régulière sur l'exploitation, chef d'exploitation, co-exploitant. Vous voyez qu'en fait, on modifie, en passant par la notion d'actif, on intervient, on essaie de réintroduire une forme de cohérence dans les évolutions de la profession, mais l'agriculteur actif, lui, n'est pas vraiment, vous avez vu avec les définitions, relié à c'est pas une retranscription dans la politique de cet enjeu d'actif. On voit qu'il y a des débats autour de cette question, notamment sur l'avenir de la PAC. Donc tout ça a conduit pour moi à la mise en place de la définition de l'agriculteur actif en France telle qu'elle est perçue aujourd'hui. Voilà, tu peux cette fois changer de slide. Merci. Simplement pour terminer, vous faire comprendre la manière dont moi je perçois la définition en tant qu'objet d'analyse. Bien sûr, je mobilise tout type de sociologie différente, de l'action publique, des mondes agricoles, dont je ne vais pas dont je vais pas comme ça lister les enjeux, mais simplement vous dire que moi, j'approche cette définition comme un instrument d'action publique, c'est-à-dire un dispositif à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et les destinataires en fonction des représentations et des significations dont il est porteur. Donc, vous voyez, c'est pas simplement un dispositif de régulation, mais c'est aussi un dispositif porteur de sens. Et dans ce cadre-là, j'y vois un outil de réforme et tout ce que ça implique sur la nature, l'ampleur, la portée d'une réforme. J'y vois aussi un outil de fermeture, au sens développé par Weber il y a déjà plusieurs centaines d'années, plusieurs dizaines d'années, pardon. C'est-à-dire un processus autour des groupes professionnels qui cherchent à se protéger en limitant leur accès. On voit bien l'importance de la PAC pour ces groupes professionnels. Et enfin, simplement dire que pour moi, l'approche par les institutions sociologiques qui a été développée par Hood dans les années 2000 me paraît très pertinente dans le cadre du déploiement de ma méthode, puisqu'on analyse dans ce cadre deux dynamiques. Une dynamique de construction-adaptation de la politique publique et une dynamique d'appropriation et d'effet sur laquelle moi je me concentre. Donc là, tu peux passer à l'autre slide, qui est celle d'un déploiement rapide de la méthode. Cette méthode qui a donc pour objectif d'analyser la matérialité de l'instrument en se concentrant sur sa mise en œuvre et sa réception. Donc la seconde dynamique que je vous ai évoquée, avec un dialogue entre une approche par le haut et par le bas, un terrain national continu et des terrains locaux qu'il s'agira de désigner en fonction des travaux que je suis en train de mener et que je vous présenterai juste après. Voilà. Merci. Je te relaisse la parole. Merci, Samuel. Donc, on va enchaîner avec la deuxième partie de la présentation de nos sujets de thèse. Et je vais donc poursuivre avec les premiers résultats que j'ai pu obtenir des premiers travaux que j'ai donc réalisés. J'ai réalisé deux travaux, deux phases de travaux pour pouvoir obtenir ces premiers résultats, donc notamment une revue de la littérature donc autour de la question de la transmission des exploitations. Et cinq thématiques principales ont été identifiées, notamment la question du patrimoine des ménages français, où on se rend très vite compte que les agriculteurs sont la catégorie socio-professionnelle qui
détiennent le plus de patrimoine. En comparaison, les travaux de l'INSEE en 2015 avaient situé le patrimoine moyen de l'ensemble des ménages français autour de 300 000 euros, un peu moins, mais celui des agriculteurs atteint le million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros pour les agriculteurs. Donc, ça montre un peu l'écart de détention patrimoniale qu'il y a entre les ménages français et ce groupe particulier qu'est le groupe des agriculteurs. Une deuxième thématique donc, qui porte sur le revenu en agriculture, où on voit qu'il existe plusieurs stratégies de capitalisation d'une partie de ce revenu pour financer et investir dans l'outil de production. Et ces stratégies donc, dépendent de plusieurs autres paramètres, le type d'agriculture et d'autres choses. Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui disposent de revenus non agricoles, donc que ce soit le revenu du conjoint ou voilà, des revenus issus d'autres activités qui permettent également de consolider donc, cette capacité de financement dans du matériel ou de l'investissement sur l'exploitation. Une troisième thématique donc, qui explore encore d'une façon plus large le financement de ces investissements en agriculture, où on voit qu'à part le revenu, la capitalisation d'une partie de ce revenu, qui constitue la première source d'investissement, il y a d'autres sources telles que les emprunts bancaires ou encore les subventions, notamment les subventions d'investissement qui constituent d'importantes sources d'investissement dans les entreprises agricoles et qui permettent donc justement de pouvoir accumuler de la richesse et de former un patrimoine tout au long du cycle de vie de l'entreprise. La quatrième thématique donc, qui a été identifiée est la thématique qui porte sur l'évaluation des exploitations, une thématique centrale pour la question de la transmission des exploitations, où on voit qu'il existe plusieurs méthodes d'évaluation finalement et qui proposent des valeurs assez variées, assez différentes. Et on voit aussi que qu'on soit cédant ou repreneur, il y a une préférence d'utilisation d'une méthode ou d'une autre. Donc, que ce soit de la méthode patrimoniale qui offre une valeur plus importante de l'entreprise agricole ou encore des méthodes d'évaluation qui sont plutôt basées sur la capacité de création de la richesse au sein des exploitations, qui sont donc du coup plus privilégiées par les repreneurs. Et en fait, il y a une troisième thématique qui porte donc sur la fiscalité agricole et qui est très importante au moment de la transmission, donc notamment les droits de succession, voilà, la question d'optimisation fiscale au moment de la transmission. Et on voit qu'il y a plusieurs outils qui existent, notamment à travers les lois Dutreil et les lois Sempastous, qui permettent donc de clarifier un peu, en tout cas qui mettent à disposition des entreprises et même plus largement des ménages agricoles des moyens de pouvoir transmettre leur patrimoine et de pouvoir régler un peu, en tout cas réglementer un peu cette question de transmission-là. Je pense ici à des entreprises ou à des montages sociétaires complexes où il y a besoin de pouvoir clarifier un peu comment est-ce que, par exemple, le foncier, il est transmis, voilà, il est cédé. Donc, une deuxième partie de mes travaux a porté sur la réalisation d'un entretien, en tout cas d'une phase d'entretien exploratoire qui s'est donc déroulée en grande partie dans le département du Puy-de-Dôme, où j'ai pu rencontrer des agriculteurs et des représentants d'organisations d'agriculteurs pour comprendre un peu quelles questions, quels enjeux et comment est-ce que la question de la transmission était appréhendée et traitée, mais aussi pouvoir voir aussi avec les structures de conseil finalement, les structures qui accompagnent donc ces agriculteurs ou ces ménages d'agriculteurs à ce moment spécifique de la transmission. Je pense ici à des structures que j'ai pu rencontrer telles que le CERFONS, les centres de gestion, mais aussi les conseillers de la Chambre d'agriculture, des conseillers fonciers de la SAFER ou encore des experts fonciers qui interviennent pour accompagner donc ces ménages et ces chefs d'entreprise. Une troisième catégorie de personnes enquêtées, donc de personnes enquêtées qui interviennent sur cette question de la transmission sont aussi également des personnes des services administratifs, notamment le conseil régional qui
apporte son accompagnement et qui met en place des politiques publiques pour pouvoir accompagner la transmission des exploitations. J'ai également pu rencontrer les directions, en tout cas la direction départementale des territoires, la DDT du Puy-de-Dôme, pour pouvoir comprendre un peu aussi comment est-ce que la question de la transmission a été appréhendée et traitée à ce niveau-là. Donc, ces premiers travaux ont permis de mettre, en tout cas, de soulever deux résultats principaux, notamment un premier résultat qui met en lumière le fait que la transmission n'est pas un choix individuel, mais un choix plutôt collectif. Et ce résultat est plutôt reconforté par le modèle de Freeman sur les parties prenantes, où on voit finalement que l'entreprise est au milieu de plusieurs relations avec d'autres partenaires, d'autres acteurs tels que les pouvoirs publics, les organisations locales, les consommateurs, les fournisseurs et plein d'autres. Et ce modèle s'adapte finalement à l'entreprise agricole et plus particulièrement au moment de la transmission, où on voit que cette question est traitée à divers endroits ou à diverses échelles. Et les enjeux ou la façon dont cette question est traitée n'est pas forcément la même qu'on soit d'une échelle plutôt micro ou qu'on soit voilà, à une échelle beaucoup plus macro. Donc, à commencer par l'entreprise agricole qui représente vraiment le niveau micro au niveau duquel la question de la transmission est traitée. On voit que les enjeux sont plus particuliers en ce qui concerne le chef d'entreprise qui a un patrimoine à valoriser et dont voilà finalement la problématique ou l'enjeu se résume à comment valoriser ce patrimoine, comment réaliser le capital en fin d'activité pour pouvoir réaliser d'autres projets, notamment les besoins de retraite et autres. On voit aussi également que si on passe à une échelle un peu plus grande, notamment au niveau du ménage agricole, on voit que les questions et les enjeux qui sont traités à ce niveau concernent davantage plus la question de la succession, la question du partage de l'héritage, ou voilà comment finalement optimiser fiscalement cette transaction, la transaction de la transmission. Et ces deux échelles, en tout cas, à ces deux niveaux, on voit que la transmission est accompagnée, est aidée par des structures, notamment les centres de gestion dont je viens de parler, mais aussi euh, par d'autres accompagnateurs, par d'autres structures, que ce soit publiques ou privées. Et on voit aussi également qu'à un niveau un peu plus large, la question de la transmission est traitée voilà, est organisée au niveau des filières. Aujourd'hui, en France, plus de 2 tiers des agriculteurs font partie des coopératives, font partie des organisations d'agriculteurs. Donc, on voit que le niveau organisationnel de l'agriculture constitue aussi une échelle où la transmission est finalement traitée, est finalement réfléchie et où les besoins sont spécifiques. Aujourd'hui, avec les mutations, avec les évolutions des profils d'agriculteurs et des projets, on voit qu'il n'y a pas forcément une continuité entre les départs et entre les entrées, notamment au sein des organisations. Et donc, l'enjeu fondamental pour ces filières, c'est de pouvoir continuer par fonctionner justement et pouvoir continuer par créer de la richesse. Donc, c'est une question de viabilité donc, de ces organisations et de ces filières qui sont en jeu donc, au niveau de ces organisations-là. Euh, donc, à un niveau donc, maintenant beaucoup plus macro, donc au niveau de l'État, par exemple, de l'Union européenne ou des régions encore, la question de la transmission soulève d'autres enjeux, notamment en ce qui concerne la maîtrise des prix des produits agricoles. Donc, comment éviter la spéculation et des produits agricoles et même des facteurs de production, je pense notamment au foncier, où donc voilà, l'État et les pouvoirs publics apportent leur contribution, leur accompagnement pour pouvoir donc maîtriser ces prix-là. Et d'autres questions qui peuvent être soulevées, notamment la question de la retraite, qui est plutôt une question qui se soulève au niveau, donc, à un niveau beaucoup plus macro. Comment pouvoir continuer par assurer les retraites des agriculteurs avec les nouveaux entrants dans le secteur. Donc, le deuxième niveau de résultat que j'ai pu obtenir donc, à travers
les premiers travaux que j'ai réalisés, c'est autour finalement de l'entreprise agricole où on voit que la constitution du patrimoine et même sa transmission découle de stratégies d'entreprise. Donc, à chaque niveau, que ce soit au moment de l'installation ou au moment de la transmission, les chefs d'entreprise prennent des décisions. Donc, et ces décisions-là traduisent finalement une stratégie qu'ils mettent en place, même si aujourd'hui, dans la littérature, on voit que entre les stratégies planifiées dès le départ et les stratégies qui finalement se mettent en place, donc les stratégies émergentes, il y a une différence, c'est-à-dire qu'en agriculture, avec la variabilité donc, du contexte de l'environnement dans lequel les entreprises évoluent, il y a une réadaptation des stratégies qui se mettent en place. Donc, il y a une émergence continuelle des stratégies. Donc, ce qui veut dire que les entreprises, même s'ils ont dès le départ une stratégie planifiée, en fonction des évolutions dans leur environnement, ça adapte finalement donc, adaptent finalement leur stratégie aux évolutions environnementales. Et donc, autour de l'entreprise agricole et autour donc, de son cycle de vie, on voit que, par exemple, à l'installation ou au début de l'activité, les choix donc s'imposent entre voilà, comment accumuler de la richesse ou pourquoi accumuler finalement de la richesse au sein de l'exploitation. Et on voit que l'accumulation de la richesse peut purement découler d'un besoin de gain de productivité ou de, comment je vais dire, un choix de rendre le travail agricole beaucoup plus facile, donc en investissant dans de nouveaux matériels, en investissant euh, en tout cas, en investissant tout simplement dans du matériel pour pouvoir rendre le travail agricole beaucoup plus facile, pour pouvoir augmenter la productivité. Mais on voit aussi également que l'accumulation de la richesse au fil du temps, au cours du cycle de vie de l'entreprise peut avoir d'autres finalités, comme pouvoir euh, constituer un patrimoine euh, pour la retraite, tout simplement, ou pouvoir rendre son exploitation toujours compétitive pour pouvoir faciliter sa transmission et sa pérennité dans le temps. Et on voit aussi également que les agriculteurs font des choix, j'en avais parlé tantôt, c'est-à-dire entre comment capitaliser une partie de leurs revenus. Donc, on voit que des agriculteurs capitalisent selon leurs besoins, mais aussi en fonction ou en prévision voilà, de comment est-ce qu'ils envisagent euh, leurs exploitations euh, en fin d'activité, je veux dire. Et pour continuer, il faut aussi souligner aussi que les agriculteurs ou les chefs d'entreprise agricoles font des choix, c'est-à-dire en ce qui concerne euh, voilà, sous quelle forme ils capitalisent ou euh, ils- sous quelle forme ils investissent, en tout cas, et donc qu'est-ce qui compose finalement leur patrimoine, et que ce soit leur patrimoine immobilier, leur patrimoine financier ou leur patrimoine professionnel. Donc, dans quoi est-ce qu'ils investissent finalement? Et au cours donc, du cycle de vie de l'entreprise, on peut aussi voir au moment de la transmission que les chefs d'entreprise, au moment de la transmission, font des choix, notamment en ce qui concerne la transmission de leur patrimoine, qu'est-ce qu'ils transmettent, qu'est-ce qu'ils ne transmettent pas, que ce soit le patrimoine privé ou le patrimoine professionnel, et à qui est-ce qu'ils le transmettent. Donc, ce sont des choix et des stratégies que ces entreprises ou ces chefs d'entreprise mettent en place, donc avec l'appui de leur structure d'accompagnement pour pouvoir envisager des stratégies qui sont les plus optimales possibles. Et donc, en fonction de ces stratégies, découle donc finalement la stratégie de transmission. Donc, comment est-ce qu'on transmet? Est-ce qu'on transmet progressivement ou est-ce qu'on transmet de façon instantanée, sans anticipation? Donc, ce sont des stratégies qui émergent en fonction donc, des différentes situations où, voilà, qui peuvent survenir au cours du cycle de vie de l'entreprise. Donc, pour exemple, voilà, si un un chef d'exploitation compte transmettre par exemple à son enfant, il pourra anticiper plusieurs années à l'avance dans cette transmission et pouvoir mettre en place des stratégies pour pouvoir optimiser donc, cette opération. Et on peut aussi être dans des cas où la transmission est finalement instantanée, où voilà, où n'a pas été suffisamment anticipée et où la transmission
voilà, se fait d'un seul coup et souvent plus généralement, et le plus généralement, ces transmissions finissent à l'agrandissement. Et enfin, pour terminer, il y a une réelle question aussi sur ce qui n'est pas transmis. Ça, je pense que Samir en a parlé. Donc, ce qui fait que les agriculteurs décident de rester actifs, de garder le statut d'agriculteur actif. Donc, est-ce que ça découle d'un calcul économique simple où, voilà, où l'agriculteur se demande finalement est-ce qu'il a intérêt à garder donc son patrimoine et à pouvoir le rendre productif ou accepte finalement de se séparer de ce patrimoine et de pouvoir donc percevoir des pensions de retraite. Donc, c'est finalement un calcul économique qui est réalisé entre le gain espéré en continuant par exploiter donc, ce patrimoine professionnel ou le gain qu'on pourra avoir à sa vente et en plus de ses pensions de retraite. Donc, voilà un peu les deux résultats que j'ai pu obtenir donc, de ces deux donc des premiers travaux que j'ai réalisés dans le cadre de cette thèse. Donc, je te passe la parole, Samuel. Merci beaucoup, Aimé. Donc, de mon côté, je vais vous présenter les premiers travaux réalisés dans le cadre de la thèse et notamment l'enquête exploratoire que j'ai pu mener ces derniers mois. Cette enquête exploratoire, elle s'est composée de plusieurs éléments. D'abord, une série d'entretiens exploratoires, 10, avec des exploitants, avec des salariés des organisations professionnelles agricoles et des principaux syndicats, des acteurs locaux et notamment des avocats. Voilà. Ensuite, une série d'observations, la plus récente étant le congrès annuel de l'Association française de droit rural, qui traitait de la question de l'avenir de l'exploitant agricole au sens juridique, justement. Aussi une analyse archivistique sur base d'une série d'articles sélectionnés dans une archive de la revue Paysan, dont vous avez un exemple sur la slide, qui m'a permis du coup d'établir des questions plus liées au discours et à l'évolution du discours en lien avec l'avènement des enjeux liés au renouvellement des générations, et aussi une enquête statistique que j'ai remis un rapport avec ça dans la slide, mais il faut absolument que je vous en parle parce elle est très intéressante. Donc les objectifs de cette enquête exploratoire, c'était donc de construire un cadre politique, sociologique, historique autour de l'objet, avec la définition d'un réseau d'acteurs, une chronologie, une évolution des discours et une analyse des articles, notamment de presse, pour comprendre l'impact de ce discours dans la société. Comprendre aussi les premiers effets de la définition avec les chiffres dont on dispose et les discours des acteurs que j'ai pu rencontrer. Voilà. Concernant les acteurs présents et qu'on a pu me citer autour des entretiens et des observations que j'ai pu mener, on retrouve une série d'acteurs qui est donc très très disparate. On a des acteurs bien sûr qui sont impliqués dans la construction de la politique plutôt, hein, acteurs administratifs, syndicaux, mais qui aussi vont produire du discours, hein, notamment dans la représentation professionnelle. Et on a essentiellement aussi des acteurs qui sont plutôt dans le cadre de la réception, les centres de gestion, les cabinets d'avocats et donc les conseillers juridiques et fiscaux qui vont alimenter une forme de réception de cette définition et essayer aussi d'orienter ces évolutions, par exemple. Tout autour de ça, on va avoir des acteurs, tous ces acteurs vont participer à une réflexion générale qui est guidée aussi par des think tanks, des lieux de réflexion, et l'administration elle-même qui souhaite aussi savoir si, souhaite aussi connaître l'effectivité des dispositifs qu'elle met en place. Donc voilà. Pour l'enquête, avant de passer à l'enquête statistique dont je parlais, donc c'est-à-dire que fin mai avant les vacances scolaires, nous avions réalisé avec le laboratoire dans lequel je suis et mon directeur de thèse une enquête statistique sur les agriculteurs et les élections européennes, dans le cadre dans laquelle on revenait sur, du coup, bien sûr, des questions de vote, mais aussi des questions de rapport à la PAC,
aux objectifs, aux orientations de la PAC et au rapport aussi aux mouvements récents qu'il y avait eu et leur discours en rapport avec les évolutions nécessaires dans le cadre de cette politique européenne. Et j'avais réussi à insérer dans cette enquête statistique d'ampleur qui regroupe les réponses d'à peu près presque 1800 agriculteurs dans toute la France, une question sur la définition de l'actif, ou en partie, on avait posé une question aux agriculteurs qui était concernant l'actuelle PAC 2023-2027 et sa déclinaison dans le PSN français, quelles sont les deux mesures qui vous paraissent prioritaires? Et à cette réponse, 30% des répondants ont choisi, parmi ces deux mesures, parmi les deux mesures qu'ils ont choisies, une mesure de définition des actifs agricoles et de meilleur ciblage des aides. Bon, en premier, c'était des soutiens à la production, en deuxième, des soutiens aux petites exploitations, et ensuite, la définition des actifs. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si vraiment il y avait dans le discours et dans la vision qu'on a de la politique agricole commune, cette nécessité pour les acteurs, les principaux ciblés, quoi, les agriculteurs, de mieux réguler l'accès aux aides publiques en passant par la question de l'actif. Et c'est le cas. Et donc, on est en train actuellement de construire des profils types de répondants en fonction de diverses mesures de répondants à cette question. Voilà. Tu peux passer à la prochaine slide, Aimé. J'ai essayé d'établir aussi une première chronologie à partir de tous les éléments dont je vous ai parlé en amont. Une chronologie que j'ai décidé de faire débuter en 1988 au moment de la loi, la loi de modernisation de l'agriculture qui a été portée notamment par François Guillaume, qui est un acteur assez central dans l'émergence des sujets de débat sur le statut professionnel de l'agriculture et la nécessité d'un cadrage statutaire de la profession. On voit que ça a conduit à du coup l'émergence de l'idée d'un première idée de registre de l'agriculture, qui deviendra le registre des actifs agricoles un peu plus tard. Mais cette histoire du registre est intéressante dans les débats qu'elle a pu amener et pas forcément dans la matérialité du registre en soi, qui a jamais été, qui a une forme d'inaboutissement dans le développement de ce registre, qui peut expliquer aussi le fait que la profession se décale et va tenter à l'échelle européenne et dans le cadre de la politique agricole commune, pour des enjeux relativement différents, de faire émerger la question de la définition de l'agriculteur actif. Mais pour moi, ces deux enjeux étaient liés, pour moi, pour les acteurs avec qui j'ai pu discuter. Les deux sujets étaient intimement liés et donc il est nécessaire d'intégrer ce cadre dans l'analyse de la définition de l'actif. Donc on voit qu'il y a des périodes assez claires qui se sont dégagées. De 2013, la première occurrence du terme agriculteur actif dans la législation européenne, qui là propose une définition par la négative, qui est encore pas aussi importante que la définition actuelle, jusqu'au moment où, dès les négociations de la PAC actuelle et notamment l'année 2021, on va aller construire véritablement cette définition à l'échelle des États membres pour ensuite la mettre en œuvre depuis le 1er janvier 2023. Voilà, tu peux bien sûr passer à la... Et ce que je voulais dire sur cette chronologie, c'était essentiellement qu'elle est aussi intimement liée avec les questions de l'émergence, la question du renouvellement des générations, ce qu'on retrouve aussi dans le discours de la profession et dans les archives. Pour les premiers résultats, ce qu'on peut voir sur les chiffres dont on peut disposer, c'est que on voit qu'il y a un potentiel impact de la mise en œuvre de la définition dans le nombre de dossiers déposés de demandes d'aide PAC, de dossiers PAC. On le voit avec cette différence entre 2022 et 2023 dans le nombre de dossiers déposés. On peut poser l'hypothèse que cette baisse drastique de 6,7% est liée à la mise en place de la définition, bien qu'on n'ait pas les données exactes. Ce qu'il faut dire, c'est que même en éliminant cette baisse un peu structurelle qu'on voit dans les 2 années précédentes, on retrouve quand même une somme de dossiers qui, techniquement, ne peut être expliquée que par la mise en place de la définition, qui n'ont pas été redéposés. Et donc, sur ces dossiers, ce qui peut être intéressant, c'est de voir aussi qu'on tourne autour de 20 000 dossiers qui n'ont pas été, une différence de 20 000 dossiers entre 2022 et 2023, chiffre qu'on voyait déjà dans les communications officielles, notamment à l'époque de la sélection des critères, donc à l'époque où M. de Normandie était ministre, et qui avait déjà affiché ce chiffre de 20 000 qui avait déjà été perçu dans la construction de la définition.
Ce qu'on peut aussi considérer, c'est que dans les dossiers de demande d'aide directe, donc là c'est 287 000 dossiers, c'est plus 315 164, on voit aussi un faible pourcentage d'inéligibilité aux critères retraite et sociale. Donc ça, l'hypothèse qu'on peut émettre, c'est que il y a une sélection faite par les agriculteurs eux-mêmes sur le fait ou non d'amener un dossier et non pas une sélection faite par l'administration à la réception des dossiers. Donc l'essentiel, ce serait d'aller voir ces acteurs qui ont à la suite de la définition, qui n'ont pas redéposé de dossier. Demander pourquoi, comment, quelles sont leurs stratégies sur l'avenir de leur exploitation. Tout ça, en plus, étant des chiffres sur les dossiers potentiellement sur des acteurs qui sont déjà agriculteurs. Et donc aussi aller voir les projets d'installation serait intéressant dans le cadre de ce travail de thèse. D'après les travaux que j'ai pu mener aussi, j'ai pu essayer de lister voilà, les principaux types d'acteurs qui n'ont pas été pris en compte dans la définition de process de l'agriculteur actif et qu'on a pu citer notamment les avocats et dans les observations que j'ai pu faire aussi du réseau de droit rural. On y voit la présence de mandataires salariés d'une société, de sociétés composées exclusivement de personnes morales, donc là des montages complexes dont je parlais plus tôt, de SAA dépourvus d'associés exploitants, et aussi, bon, pour les deux prochains cas, des cas soit d'activité mixte, soit de double affiliation. Donc vous voyez des cas où on se retrouve aux frontières vraiment de plusieurs types d'activités, ce qui recoupe et ce qui a l'air de recouper avec aussi les projets d'installation qui se retrouvent souvent dans le cadre d'une pluriactivité. On sait qu'une installation sur trois se fait dans le cadre d'une pluriactivité. Et donc ces types d'acteurs, voilà, je les construis pour essayer de déterminer les terrains ensuite que je pourrais être amené à analyser plus en profondeur. Et pour la dernière slide, simplement, je voulais terminer en essayant de lister les principaux enjeux qui sont liés, les enjeux actuels qui sont liés à la définition et son évolution. Trois enjeux. Un premier enjeu qui est celui de la financiarisation de l'agriculture et auquel j'ajouterai aussi les questions en lien avec la délégation partielle ou totale des travaux agricoles. Derrière cette question se pose aussi l'enjeu de savoir qui est véritablement agriculteur ou contribue à la production agricole face à du coup un secteur dans lequel on n'arrive plus vraiment à se retrouver. Et ces deux éléments, l'agriculture, la financiarisation, la délégation, les montages aussi en holding, etc., ne permettent plus vraiment d'y voir clair. Et donc c'est sur ce terrain-là que la définition est censée, en tout cas pour la profession, essayer d'établir un cadre avec plus de compréhension. Et là, on peut intégrer ce débat autour des enjeux liés à la part minimale de détention du capital social pour ce qui concerne les dirigeants d'une société sans associés affiliés à la TEXA, où il y a eu des débats, notamment dans la mise en place de la définition, donc début 2023, qui a conduit à un chiffre arrêté à 5% de détention, mais on entendait en amont des chiffres, ils ont testé en amont des chiffres plus élevés. On était sur du 40, etc. Donc il y avait beaucoup de débats. Pour le deuxième enjeu, c'était plutôt des enjeux liés à la définition des acteurs, des enjeux liés à l'ouverture de la définition à des acteurs nouveaux, entre guillemets, et qui font jouer des tensions sur l'accès aux aides publiques et réinterrogent l'idée du véritable ou du bon agriculteur, dans le sens où on va peut-être des fois dénoncer des acteurs qu'on ne considère pas comme être des acteurs qui ont des projets de production agricole, véritablement de contributeurs à la production française. Donc c'est vraiment des débats assez profonds sur même l'utilité des aides publiques dans le cadre du renouvellement des générations. Et enfin, un dernier enjeu, parce qu'il est d'actualité, lié au débat sur la revalorisation des retraites agricoles, enjeu lié aux critères dont je vous ai parlé, aux critères retraite, puisqu'on a vu dans le cadre de ces critères des remontées de cas pas beaucoup de cas, mais souvent des cas de détresse assez profonde dans le cadre de ce vieillissement de la population agricole, et donc qui pose aussi des éléments de débat et de discussion autour de ce que doit être le rôle de la PAC dans ces enjeux sociaux autour de la capacité à vivre des populations vieillissantes en agriculture et des stratégies que Aimé a pu mettre en avant en amont de ma présentation, enfin de présentation de mes résultats. Voilà. Merci beaucoup. J'ai terminé de mon côté. D'accord, Vas-y. donc pour conclure cette première phase de présentation des sujets de thèse donc, sur le renouvellement des générations, donc en économie et en sociologie, je voudrais juste revenir sur certains points, notamment celui de la définition de l'agriculteur actif.
que je considère et que nous considérons comme un élément central du renouvellement des générations. Donc, on peut supposer simplement que le fait de rester agriculteur actif est un déterminant pour les stratégies de transmission des exploitations. Et ces stratégies étant aussi en partie influencées par la valeur et la composition du patrimoine que les agriculteurs ont pu voilà, accumuler tout au long de leur activité. Donc, notamment en ce qui concerne le patrimoine foncier, on observe que plus les exploitations ou plus les entreprises disposent de foncier, plus voilà, cette valeur c'est ce potentiel de création de richesse que compose dans ce foncier incite les agriculteurs à pouvoir garder le statut d'agriculteur actif, que ce soit pour les aides PAC ou que ce soit pour le développement d'autres activités alternatives. Et donc, justement, sur cette question d'activité alternative, on voit aussi, voilà, à la suite de nos deux travaux, qu'aujourd'hui, le secteur agricole a une difficulté pour donc, pouvoir, en tout cas, conserver ou en tout cas reproduire ce groupe social, donc celui des agriculteurs, notamment du fait de la financiarisation qui est en développement du secteur agricole et aussi à travers les activités de délégation du travail, donc de plus en plus de délégations dans le secteur agricole et aussi de diversification, donc le développement de plus d'activités, donc qui remettent en cause finalement le rapport qu'a les agriculteurs ou ce groupe social au travail, donc le rapport au travail et le rapport que ces agriculteurs ont donc au capital. Donc voilà les questions qui se posent maintenant donc à ce niveau, ce sont des questions notamment en ce qui concerne finalement qu'est-ce qui constitue le patrimoine des agriculteurs et même qu'est-ce qui constitue l'entreprise finalement agricole, dans la mesure où on voit qu'il y a de plus en plus de montages sociétaires complexes qui se mettent en place et que finalement l'appareil productif agricole se retrouve inséré dans d'autres schémas ou dans d'autres montages sociétaires et qui suscite d'autres questions ou qui suscite d'autres interrogations, notamment à savoir par quoi est-ce que ce secteur sera finalement régi? Est-ce que ce sera toujours le droit rural ou vu que voilà, que l'entreprise agricole constitue finalement une petite partie donc, de ces ensembles ou de ces sociétés complexes, est-ce finalement le droit commercial qui prévaudra sur le droit rural? Donc, c'est sur ces questions-là que cette première partie de présentation des sujets de thèse voilà, s'arrête, on va dire. Et donc, on pourra donc, avoir des échanges ou pouvoir avoir vos retours sur l'ensemble de ces éléments-là et pouvoir approfondir donc, nos réflexions. Donc, on vous remercie et on va repasser la parole à Lucie, je pense. Eh ben, tout à fait. Merci beaucoup, Aimé et Samuel. Peut-être, je vous invite à jeter un petit coup d'œil au clavardage, aux différentes questions qui ont pu être posées. Voilà, peut-être qu'on peut prendre un temps pour y répondre. Et je vous laisse voilà, les piocher au fur et à mesure. Aimé, je crois que les premières traitent plutôt de ton sujet. Donc, je suis dans le chat et j'ai une première question sur l'actif agricole. Je pense que c'est une question assez large et une question qui se retrouve finalement, que ce soit au niveau de mon sujet de travail ou que ce soit au niveau du tien, Samuel. En tout cas, ce que moi j'attends par actif agricole, c'est finalement le nombre de personnes qui, en tout cas, c'est la main-d'œuvre finalement agricole dont dispose euh, le secteur. Donc, que ce soit des indépendants ou que ce soit des salariés, ils sont finalement dans un ensemble qu'on peut caractériser d'actifs agricoles. Je ne sais pas si la définition, elle est claire et globale. Je ne sais pas si ça m'est tu Oui, bah, cette question, je me souviens, a été posée dans le cadre de ta première présentation sur les chiffres généraux du renouvellement de génération. Dans ce cadre-là, l'actif est désigné comme tout contributeur à l'activité agricole et pas comme l'agriculteur actif que j'ai pu définir juste avant. Oui, après, sur, Après. sur un schéma que j'ai pu présenter au tout début où il y avait le total des actifs,
dans ce cadre plutôt comptable, dans ce cadre plutôt, comment je vais dire, valeur de l'entreprise, l'actif représente donc tout ce qu'il y a dans le bilan, comme immobilisation, comme matériel, comme outil de production, comme, voilà, comme, en tout cas, de façon comptable ou de façon purement financière, l'actif, mais pour moi, le terme actif agricole, ça a plus tendance à faire rapport aux personnes qui travaillent dans le secteur. Mais d'un point de vue comptable, les actifs que j'ai pu présenter dans un premier graphique fait plutôt, comment je vais dire, fait plutôt écho à l'outil de production, à l'investissement qui est réalisé dans l'exploitation et qui constitue finalement la valeur de l'exploitation agricole. Donc, voilà les deux types d'actifs qu'on peut retrouver dans nos discours. C'est encore, je crois. Donc, j'ai une deuxième question sur... pardon. Ah, ça, c'est une contribution de la Chambre d'agriculture. Ça sera avec plaisir de pouvoir vous recontacter pour discuter sur la question des stratégies patrimoniales, pour pouvoir donc collaborer ensemble. Et bien sûr, dans les aides du deuxième pilier, la DNJA, si vous voulez juste préciser qu'est-ce que c'est la dotation jeune agriculteur ou dotation non jeune agriculteur? Je n'ai pas très bien compris cette question. Mais pas ça, c'était pas vraiment une question. OK. Donc, la question suivante, qu'entendez-vous par patrimoine? Ça aussi, c'est une très, très belle question que je continue de me poser. Parce que, ouais, donc, selon les travaux des chercheurs et d'après ce qu'on a pu retrouver dans la littérature, je veux dire, le patrimoine peut être tout simplement voilà, ce qui est, comment je veux dire, le patrimoine peut être découpé en plusieurs, donc notamment le patrimoine financier, qui constitue donc les réserves d'argent dont disposent les personnes, que ce soit en banque ou ailleurs. Mais aussi, on a le patrimoine professionnel. Donc, dans notre cas, c'est voilà, donc, tout ce qui est appareils de production, outils de production donc, sur l'exploitation, donc notamment le foncier, le matériel et tout ce dont l'agriculteur se sert pour pouvoir donc produire de la richesse. Et on a aussi le patrimoine immobilier. Donc, le patrimoine immobilier, c'est notamment la maison d'habitation de l'agriculteur. Et cette conception du patrimoine est celui qui est repris donc, par l'INSEE, notamment dans les enquêtes patrimoine que l'INSEE réalise chaque 3 ans maintenant. Mais d'un point de vue plus sociologique, le patrimoine peut aller bien au-delà de ces conceptions purement matérielles et prendre en compte d'autres éléments tels que, par exemple, les constructions collectives qu'il peut y avoir autour de l'activité agricole, notamment, comment je vais dire, le simple fait qu'un agriculteur soit au sein d'un collectif, d'une coopérative ou d'un groupe d'agriculteurs constitue un patrimoine parce que finalement, ce groupe permet à l'agriculteur de pouvoir développer son activité et de pouvoir avoir un avantage plutôt collectif qui permet de pouvoir bénéficier davantage ou de pouvoir voilà, donc, être plus efficaces dans leurs activités. Donc, c'est pour dire que la notion de patrimoine est une notion très vague. Dans mon cadre, je compte pouvoir mobiliser plusieurs conceptions du patrimoine, donc que ce soit purement financier ou purement voilà, tel que l'INSEE le considère, mais aussi envisager, prendre en compte le caractère plutôt historique du patrimoine, le caractère plutôt voilà, collectif du patrimoine. Voilà, j'espère avoir été un peu clair sur cette question qui n'est pas simple. La prochaine question, c'est prévoyez-vous de consulter l'ordre des notaires, lesquels sont des acteurs très importants en lien avec la question ou la gestion du patrimoine des exploitations? Oui, j'en ai déjà rencontré, notamment lors de mes entretiens exploratoires où j'ai
rencontré des notaires et même l'Union des notaires qui est aussi un peu spécialisée sur les questions de transmission, mais qui sont plus au niveau des successions que sur des transmissions hors cadre familial. Donc, oui, bien sûr, je pense que ce sont des acteurs aussi majeurs qui interviennent voilà, au cours de la transmission et qu'il faudrait approfondir les échanges avec eux. La question suivante, est-ce que l'on a des données genrées sur l'accumulation du capital et sur les stratégies de transmission ou est-ce que vous prévoyez d'en récolter? Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui, avec les données dont on dispose, notamment les données du RICA ou encore les données du recensement agricole, on peut bien évidemment faire ces analyses-là, c'est-à-dire faire ressortir euh, en tout cas, faire ressortir les détentions de patrimoine suivant les genres et pouvoir voir est-ce que, voilà, est-ce que les hommes détiennent plus de capital que les femmes. J'avoue que c'est un travail qui n'a pas encore été fait, en tout cas à ma connaissance. Mais oui, je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder s'il y a euh, si les logiques d'accumulation ou les logiques de capitalisation diffèrent d'un genre à l'autre. Donc, ouais, je pense que c'est une très, très bonne contribution. Donc, pouvoir aussi analyser ces éléments-là. Est-ce que la motivation des investissements est liée à la stratégie de s'affranchir des cotisations fiscales et cotisations sociales? Euh, à travers les entretiens que j'ai pu avoir et les discussions que j'ai pu avoir aussi avec les acteurs qui interviennent, donc, voilà, que ce soit les agriculteurs eux-mêmes, les structures d'accompagnement et encore. Il est vrai que les agriculteurs, avec l'appui des structures donc, d'accompagnement et centres de gestion, voilà, réfléchissent et mettent en place des stratégies d'optimisation fiscale. Donc ça, je pense que euh, ça, c'est, ça, c'est connu. Et donc, les motivations donc, de ces investissements sont donc liées, comme je l'avais tantôt dit, à l'environnement dans lequel les entreprises évoluent. Et par environnement, j'entends les lois en vigueur, les mesures, les réglementations en vigueur. Et donc, ces stratégies, ou, voilà, donc ces réglementations-là orientent, on va dire, ou influencent bien évidemment les stratégies ou la motivation d'investissement qui est liée donc, voilà, aux stratégies d'investissement des agriculteurs. Donc, on peut facilement faire l'hypothèse que plus les subventions à l'investissement sont importantes, plus les agriculteurs auront tendance à investir. Donc, pour faire un peu simple. Voilà. C'est ma série de questions là. Ok, je te laisse la main. Je vais faire rapide. Concernant le pourcentage de montage en holding, je ne dispose pas de ce chiffre. Je suis allé vérifier entre-temps. Si quelqu'un l'a, je serais ravi qu'il me le transmette. Ce que je sais, en 2 points seulement, c'est que c'est des travaux qui sont en cours. De la part de mon directeur François Purseigle et dans le cadre de notre cher Germéa, où on se concentre véritablement sur la question des holdings et des montages complexes, qui sont un sujet véritablement central en fait dans les travaux qu'on mène. Et je l'ai ressenti très vite dans les entretiens que j'ai pu réaliser, notamment avec les avocats. C'est-à-dire que il faut remettre en contexte, mais dans le cadre de leurs activités de conseil auprès des agriculteurs à l'échelle locale, on retrouve dans certains territoires, ça occupe pratiquement tout leur temps, quoi. Donc ça devient vraiment un enjeu. Après, épiphénomène, c'est ce qui reste à déterminer et c'est un enjeu que je vais essayer de déterminer dans le cadre d'enquêtes un peu plus approfondies. Mais c'est vrai que tout de suite, quand j'ai pu mener des travaux sur la définition, on parlait énormément de cet enjeu et de cette distance qu'il peut y avoir dans la compréhension de cet enjeu entre puissance publique et réalité du territoire, vous voyez. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là que je vais l'analyser, mais c'est lié forcément. Sur la question de l'influence du changement de la définition sur le non-recours des aides,
tout en sachant, oui, que la PAC, la réforme de la PAC, la dernière, a été vraiment remodelée en profondeur, c'est vrai que dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques de manière générale, c'est un élément central que de réussir à déterminer ce qui relève vraiment d'une politique ou non. Et dans ce sens, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur voilà, les liens et les liens et les composantes un peu liées des politiques publiques entre elles, et comment en fait deux réformes en même temps peuvent avoir un impact différent qu'une réforme puis une autre. Enfin, vous voyez ce genre de montage, et c'est vrai que moi je vais me concentrer en tout cas dans la littérature sur essayer d'établir avec quel autre type de réforme la définition a pu avoir un impact lié assez puissant ou inversement, et qu'est-ce qui manquerait peut-être pour qu'il y ait tel impact ou un autre. Enfin, vous voyez donc ce jeu un peu entre les différentes modifications de la PAC. Mais c'est un enjeu véritablement au centre des travaux que j'essaie de mener. Pour la détention du capital, alors je pense que c'est peut-être une question liée. Je la prends pour moi sur la question de la détention directe et de la détention indirecte. Oui, je prévois de l'étudier, c'est dans mes papiers. Mais oui, oui, c'est véritablement un enjeu de mon côté. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur ça, mais en attendant, je termine sur la question de la pluriactivité. Euh, les liens que je fais entre pluriactivité et agriculture à titre secondaire, je pourrais vous faire un lien sur la question de la diversification et de l'évolution en général des mondes agricoles, où on se retrouve avec des projets qui, dans un sens comme dans l'autre, intègrent l'agriculture dans des procédés et des environnements qui sont plus les mêmes, en fait, qui sont plus exclusifs. Et donc, on a tendance à envisager ces deux enjeux autour de, voilà, de cette exclusivité ou de cette singularité de l'agriculture, notamment en termes d'application du droit, de la fiscalité, ce genre de choses. Et donc ça pose des questions des frontières, quoi, des politiques publiques d'aide et de soutien à l'agriculture. Et donc c'est pour moi intimement lié au sujet que je traite. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des questions qui, à ce stade, étaient pour moi. Donc toi, la prochaine, c'est sur la rentabilité du capital, je crois. Voilà. Ok, à chaque fois ça remonte à la toute première question, donc un instant je vais descendre. Hop, ok. Donc, la rentabilité du capital ACD est-elle le premier facteur de transmissibilité de l'exploitation? C'est une très bonne question aussi. Euh, des analyses voilà, qu'on a pu, les travaux qui ont été réalisés, je vais dire, montrent que les repreneurs ou les candidats à l'installation sont davantage plus intéressés par l'évaluation de l'entreprise, qui montre donc la capacité de création de la richesse de celle-ci. Donc, on va dire que oui, la rentabilité du capital ACD est un facteur très, très important de la transmission de l'exploitation. Après, il peut y avoir d'autres facteurs aussi qui peuvent jouer un rôle de premier plan, et ceci dépend finalement de chaque candidat et de chaque profil de candidat à l'installation, on va dire. Par exemple, il y a des candidats qui s'installeront uniquement en élevage ovine parce que ils veulent être voilà, proches des animaux, et ne souhaiteront pas s'installer par exemple en grande culture où le travail est beaucoup plus mécanisé, où les rendements et la productivité voilà, est beaucoup plus importante. Donc c'est pour dire que c'est vrai que la rentabilité du capital est à prendre en compte pour pouvoir espérer transmettre son exploitation. Mais après, comme je l'ai dit, les nouveaux profils apportent de nouveaux projets, et donc leurs projets sont davantage, voilà, peuvent être de tout genre finalement, et pas forcément axés en premier sur la capacité dans l'exploitation à ce moment précis pour produire de la richesse, mais en prévision du développement qu'eux, ils peuvent apporter donc, à cette exploitation-là. Donc, oui, la capacité de rentabilité de l'exploitation est un facteur important. Beaucoup d'études le soulignent et on le voit. Mais aujourd'hui, avec le développement et l'évolution des profils, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. La question qui suit. Quel lien faites-vous entre pluriactivité et agriculteur à titre secondaire? Je vais peut-être répondre, et peut-être après Samuel apportera son point de vue. Pour J'ai moi, répondu déjà, moi, mais Ah, tu as tu peux répondu? y aller. Non, mais tu Ok, peux y aller, d'accord. vas-y, vas-y, vas-y. Oui, ben, peut-être on se répétera, mais oui, pour moi, la pluriactivité, quand même, c'est
voilà, un agriculteur qui a son activité agricole à titre principal et qui a d'autres activités à côté qui rapportent donc d'autres sources de revenus. Et agriculteur à titre secondaire, donc c'est une personne qui a une activité principale et qui exerce son métier d'agriculteur de façon secondaire. Bon, voilà. Je ne sais pas si il y a une nuance quand même entre les deux. Comment traiter la problématique de la transmission d'exploitation à grande valeur foncière? Je pense que en ce qui concerne le foncier, les solutions ou la solution qui a été mise en place depuis plusieurs années, c'est notamment le fermage. Donc, les entreprises qui ont de grandes surfaces, en tout cas de grandes surfaces de terre, proposent donc de mettre en partie ces terres en location pour pouvoir transmettre leurs exploitations. Donc, ils n'exigent pas forcément que ces terres soient achetées dès maintenant, mais et on peut même le constater, on peut constater que les agriculteurs cédants sont moins enclins à vendre leurs terres parce que voilà, ils estiment que c'est un patrimoine qu'il faut garder, peut-être transmettre à la génération future. Mais pour pouvoir résoudre cette question de grande valeur foncière, je pense que euh, la solution, c'est de mettre à la location donc, ces terres, parce que sinon, c'est pas possible, c'est tout simplement pas possible de pouvoir les racheter, acheter le foncier, acheter le matériel et tout. Donc, la plupart du temps, le foncier, il part en location. Donc, ça, c'est des questions. C'est une longue question et je n'arrive même pas vraiment à vous les regrouper par bloc pour faciliter. Donc, je te laisse peut-être aimer piocher et Samuel piocher ce qui vous paraissent, voilà, ce qui vraiment accroche votre regard. Mais j'ai vu qu'il y avait une question d'Adèle, je ne sais pas si tu as répondu, donc, qui est une des doctorantes du réseau et qui parle du patrimoine naturel ou environnemental pour toi, Aimé. Je m'interroge sur la transmission. Je m'interroge sur la transmission n'est pas un choix individuel, d'accord, mais collectif. Il me semble que le choix est bien individuel et que l'organisation de la transmission est collective, étant étant une aide à la décision. D'accord, merci pour votre contribution. Ça, je vais le prendre en compte. Euh, On avait effectivement aimé Adèle qui s'interrogeait sur alors peut-être que je retraduis mal, mais sur en gros la prise en compte du patrimoine naturel finalement, sur le côté bien-être animal, stockage carbone, etc. ok, ok, quelle est la place attribuée au patrimoine naturel environnemental dans l'évaluation de la valeur des exploitations au moment de la transmission? Éléments paysagers qui hébergent la biodiversité ou stockent du carbone, par exemple, ou la qualité des sols, bien-être animal. J'ai envie de répondre à cette question à travers, je ne sais pas si peut-être que vous en avez entendu parler, Adèle, le phénomène du pas de porte qui se passe dans le nord de la France, où on voit finalement que même si les prix en tout cas, le prix du foncier est encadré voilà, par les pouvoirs publics, il y a une revalorisation des spécificités donc, voilà, du foncier donc, que réalise le cédant et qui finalement se retrouve dans d'autres actifs qu'il transmet au même moment que son foncier. Donc, ces éléments-là qui font, comment je veux dire, qui font écho voilà, au patrimoine naturel, environnemental et des éléments paysagers dont vous parlez, de la biodiversité, elles peuvent être valorisées voilà, d'une autre façon et pas directement, c'est-à-dire que le prix du foncier, il est fixé, mais après, voilà, ceux qui disposent de foncier dont voilà, la valeur, ils estiment que la valeur est plus importante que ce que ça vaut, trouvent des stratégies et des manières de pouvoir l'inclure dans d'autres actifs. C'est ce que j'ai pu remarquer jusqu'à maintenant. Mais après, oui, je pense que c'est une question qui mérite d'être davantage creusée. Peut-être Samuel, tu peux prendre la question de Pierre Legal, complétée par Léo. Ouais, j'étais en train de, pardon, oui, j'étais en train de lire justement la réponse de Léo à cette question, enfin l'ajout. Alors sur
le fait que ce soit peut-être trop réducteur de s'intéresser, concentrer que sur la revue Paysan, alors là, je suis absolument d'accord. Le cadre de l'enquête exploratoire était vraiment, l'idée c'était de s'immerger dans un premier discours pour essayer d'en percevoir les éléments structurels. À l'avenir, bien sûr, et même c'est en cours, j'essaie de regrouper d'autres sources d'informations, notamment en discutant avec les acteurs syndicaux qui ne sont pas, du coup, qui n'ont pas pu prendre nécessairement la parole dans la revue Paysan, avec la revue Jeunes Agriculteurs, bien sûr, parce qu'on est dans un cas avec la définition de l'agriculteur actif où il y a des dissensions au sein du discours syndical qui est perçu, et c'est ce que dit Léo, si j'ai bien compris. Et donc, l'idée est aussi, aux côtés des confédérations paysannes, etc., où j'essaie de regrouper des sources et des archives qui peuvent être aussi un peu plus dans le débat et la contradiction. Et donc l'idée et sur la question de Léo sur comment confronter les discours politiques observables dans les archives et les dispositifs mis en œuvre, comme tu dis, on y perçoit une forte tension dans ce discours syndical et avec la population agricole. Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai essayé de l'intégrer dans une des slides, le rapport entre population rurale, euh, population agricole et les dissensions qu'il peut y avoir sur les objectifs même du métier, notamment liés à la question de la production, et dans lesquels on va retrouver cette idée d'écarter les exploitations plus ou moins performantes en fonction des objectifs qu'on donne à la politique, à l'agriculture, et donc la manière dont on déploie les politiques publiques. C'est vrai qu'il y a vraiment, on pourrait regrouper énormément de sources et très diverses autour de ce sujet, et donc là, je suis en train de travailler à essayer de construire un vrai projet d'étude de ces éléments, en essayant de trouver une méthode de confrontation, comme tu l'imagines. Moi, je serais ravi d'en parler avec toi un peu après, je pense qu'on n'aura pas trop le temps là. Mais ça m'aiderait beaucoup. Donc si on peut continuer cette conversation juste après. Mais en tout cas, oui, sur les sources, l'idée c'est de la diversification. Moi-même, dans les quêtes exploratoires, j'ai utilisé, enfin, j'ai établi la revue Paysan, parce que pour vous dire, j'ai des piles entières de cette revue ici, c'est pour ça que c'était aussi sacrément pratique de pouvoir les manipuler. Et l'idée, c'est d'aller plus loin et dans toutes les formes de sources. Et dès que je rencontre un acteur, de manière syndicale, je veux dire, même à l'échelle nationale, j'essaye d'aussi compléter ces corpus pour pouvoir essayer de les confronter avec du coup la mise en place des dispositifs aussi qui est différenciée. Tu as raison, Léo. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà. J'ai une question d'Axel Verte de la Confédération paysanne. Oui, déjà, la première question sur la prise en compte des risques liés voilà, à un échec éventuel de la transmission. Je ne m'intéresse pas directement à cet aspect du processus, mais à la fin, donc, c'est-à-dire le travail plutôt qualitatif qui sera réalisé permettra donc finalement de rencontrer des personnes pour qui la transmission ne s'est pas très, très bien passée et de pouvoir comprendre pourquoi. Mais après, voilà, oui, c'est vrai que on imagine qu'il y a des risques éventuels qui pourront résulter donc de cet échec-là. J'en ai déjà rencontré, en tout cas, j'ai déjà rencontré une exploitation pour qui la transmission ne se passait pas comme souhaité et donc qui est une source d'angoisse et voilà. Mais souvent, ces acteurs réorientent donc finalement leur patrimoine, c'est-à-dire en, en développant d'autres activités, notamment la création de chambres d'hôtes et autres choses. Mais oui, je pense que cette question aussi mérite de pouvoir réaliser une étude plus approfondie, plus spécifique sur donc, les risques qui sont liés aux échecs qui peuvent survenir donc, à ce moment de la transmission des exploitations. Et pour ce qui concerne les aspects d'attachement au patrimoine, oui, tout à fait. Donc, on pense que ce sont comment je dis, des éléments qui motivent finalement les stratégies des chefs d'entreprise. Donc, on suppose que, voilà, plus l'agriculteur est attaché à son patrimoine, il souhaiterait que ce patrimoine puisse rester donc, dans la famille. Il sera peut-être moins ouvert à une transmission hors cadre familial. Donc, ce sont ces éléments-là aussi que nous comptons pouvoir voilà, identifier, analyser, donc, avec cette phase de travail plutôt qualitatif.
Eh ben, merci beaucoup. On va arriver au bout du temps qui était imparti. On a eu beaucoup de participation, beaucoup de questions. Donc voilà, on espère que ça ne génère pas trop de frustration. Je pense qu'on a quand même pas mal bien balayé les questions. Mais il y en reste probablement certaines qui n'ont pas eu de réponse. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va déjà enregistrer le chat pour pouvoir vous le recommuniquer, Samuel et Aimé. Et puisque du coup, dans le chat, il y a notamment pas mal aussi de propositions de collaboration ou d'idées aussi un peu de réflexion. Donc même si là, vous n'avez pas pu forcément réagir, ça peut aussi être des choses que vous pouvez regarder par la suite de vos travaux. Et pourquoi pas au prochain webinaire aussi venir voilà, rediscuter un petit peu de ces aspects quand c'est pertinent. Pour répondre à certaines questions, on va également, donc on a enregistré la présentation, etc. On va retransmettre tout ça sur les réseaux sociaux du RMAR et sur le site internet. Donc voilà, vous pourrez regarder ce webinaire. On peut aussi, si vous le souhaitez, Aimé Samuel, vous pouvez mettre aussi, si vous voulez, vos contacts pro dans le chat, comme ça, si jamais il y a d'autres demandes, envie d'échange, bonnes idées, documents, etc. à partager, ça peut être l'occasion. Voilà, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à le faire. En tout cas, c'était très très intéressant. On est content que c'est autant plu pour finalement notre premier webinaire sur le sujet. Et peut-être en avant-première pour toutes les personnes qui nous ont suivis, vous donner la date du prochain webinaire qui n'a pas encore été officiellement communiqué, qui sera fait par Adèle, qui est peut-être encore connectée, je ne sais pas, et qui a un très beau titre, La vie sociale des haies, quels sont les fruits des politiques de l'arbre. Voilà. Donc un petit teasing et je vous invite à vous connecter aussi nombreux le 19 novembre à 10h. On va communiquer pour vous transmettre les liens, etc. Voilà. Donc en tout cas, un grand merci à tout le monde. Merci Samuel, merci Émilie pour votre présentation. Et on attend aussi vos retours. Si vous avez des suggestions sur le format et autres, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse du réseau pour les participants. Merci. Merci beaucoup pour l'organisation et pour ces débats très intéressants. Vraiment, c'est super pour nous au début de la thèse de pouvoir présenter et faire cet exercice et puis répondre à vos questions. J'espère qu'on a répondu de manière la plus nette possible à la demande et puis qu'on a été clair. C'est un exercice nouveau de mon côté. Alors, je suis très content de la manière dont ça s'est passé. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.